qu'on ne présente plus, c'est Maître Michel Ndoki. Il ne faut pas garder le secret plus longtemps que cela. Avocate au barreau du Cameroun, engagée pour la démocratie. Elle est Maître Ndoki, je disais. Elle est connue pour ses prises de position franches et son implication dans les grandes heures de la mobilisation citoyenne. Ancienne figure du MRC, Michel Ndoki poursuit aujourd'hui une trajectoire autonome avec un projet inédit, les bâtisseurs de la nation. Une initiative portée par l'envie, dit-elle, de contribuer autrement à la vie publique et surtout de garantir un scrutin transparent à l'occasion des élections de 2025 mais aussi celles de 2026 à travers le dispositif de veille électorale. Ce nom, du moins cette mobilisation est baptisée DISO et nous en dira plus. 10 000 volontaires formés pour observer, documenter et surtout partager les tendances du vote dès le lendemain du scrutin. Ambitieux, certainement, nécessaire, peut-être. Ce soir, nous prenons le temps de comprendre, d'interroger, d'écouter sans complaisance, mais aussi sans animosité, les enjeux de cette initiative. Maître, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Dipita Tongo, ça fait bien longtemps. J'ai envie de vous dire quel plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Ne remontons pas le temps, c'est dans vous trahirez les secrets. Évidemment, très heureux de vous avoir sur le plateau. Pareil, alors, on y va tout de go. Hein. Michel Ndoki, je l'ai dit, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans qu'on ne vous a pas vu sur notre plateau, même si évidemment vous n'avez pas cessé de communiquer. Entre-temps, que devient Michel Ndoki? J'espère bientôt une grand-mère. Ah d'accord. Déjà. Félicitations par anticipation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce que je deviens? Je suis revenue m'installer au Cameroun après avoir passé 3 ans, un peu plus de 3 ans en exil. D'accord. Exil volontaire? Non, il y a une antinomie, une contradiction dans les termes. Si vous dites exil, c'est que vous êtes forcé. Maintenant, depuis que j'ai décidé de revenir chez moi, tâcher de reprendre mes marques. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est une entreprise exaltante, particulièrement parce que c'est l'opportunité pour moi de redéfinir ce que je veux faire de ma vie et puis de prendre des chemins que je n'aurais peut-être pas osé prendre s'il n'y avait eu ce temps de rupture. Aujourd'hui, je peux me consacrer à des choses que j'aime. Je peux prendre du temps. Je peux prendre le temps, par exemple, d'aller à la rencontre de mes compatriotes. Je peux dire, je m'en vais 6 semaines sur les routes du Grand Nord parce que je veux rencontrer mes compatriotes dans cette région. Et ma foi, c'est une liberté très agréable. Et qu'est-ce qui vous en empêchait avant? Qu'est-ce qui limitait vos mouvements, vos libertés La vie, les factures à payer, des enfants qui ont des études à poursuivre et à achever. La peur peut-être aussi. Puis bon, on n'est pas dans un environnement forcément où vous avez des soupapes de sécurité. Moi, je ne suis plus salarié depuis 2012. Donc, il n'y a pas comment dirais-je, aucune possibilité de penser à une pension retraite. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... oui, c'est comme je dis, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, avant de lâcher quelque chose qui vous apporte des revenus réguliers pour payer vos factures, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez. Alors, vous dites que vous étiez en exil. Je veux dire, avez-vous eu un signal pour vous dire, fin de l'exil, vous pouvez rentrer? Ou alors, vous avez décidé de vous lever et puis, tant qu'à faire, je rentre chez moi, advienne que pourra? Effectivement. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on ne pose jamais la question, est-ce que vous avez eu un signal pour partir? On pose toujours la question, enfin, pas toujours. C'est une question que j'ai entendue très souvent, en ce qui me concerne et dans le contexte camerounais. Pourquoi vous dites que vous étiez en danger et maintenant vous revenez? Il n'y a pas de signal pour vous dire à partir de maintenant vous êtes en danger. Sinon, ce n'est pas un exil, c'est une émigration. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai eu des informations non officielles, évidemment, selon lesquelles je risquais d'être à nouveau arrêté. J'ai été arrêté à la frontière camerounaise de Indinao pour des raisons qu'on ne m'a pas expliquées. On m'a dit c'est pour votre propre sécurité. Et vous n'avez rien fait. Mais j'ai été détenu pendant plusieurs heures dans la nuit, déplacé vers les locaux de la direction de la surveillance du territoire, sans possibilité de communiquer, sans que personne ne sache que j'étais là et sans que mes interlocuteurs ne soient identifiables. Et puis, j'ai été relâché aussi soudainement que j'avais été interpellé. Si vous ne comprenez pas que c'est un signal de danger. Vous n'avez pas pu identifier les interlocuteurs, vous dites que vous étiez dans les locaux de la Oui, parce que c'est ce que la personne qui m'emmenait là-bas m'a dit. Donc c'est ce que je peux croire, parce qu'en plus, effectivement, à Limbé, les locaux de la DST ne sont pas signalés par une plaque. Mais ce que la personne de la police, elle, qui était officiellement de la police des frontières, qui s'était présentée, m'a dit, c'est que vous allez dans les locaux de la direction de surveillance du territoire. Donc,
Vous n'avez pas besoin d'un signal plus important. Elle ne vous a pas révélé les motifs de votre interpellation? Je vous l'ai dit. On m'a dit que c'était pour votre sécurité. Vous sortez d'où? Vous étiez avec qui vous a amené? Qui vous avez rencontré? Et puis vous en laissé partir. Il y a eu un appel téléphonique que la personne qui était en train de m'interroger a reçu à l'extérieur de la pièce. Quand il est revenu, il a dit: maître, vous pouvez partir, je vais juste prendre les coordonnées de votre carte d'identité. Ça s'est arrêté là ou bien vous avez eu d'autres signes? Non, je n'ai pas attendu d'autres signes, j'étais partie moins d'une semaine après. Ok. Alors après, il se passe quelques années et puis j'essaye de revenir régulièrement. Donc, je ne romps pas les attaches aussi facilement. Puis à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'ai des enfants. J'essaie de revenir, ça veut dire que... C'est-à-dire que j'essaye de revenir, de prendre l'avion pour revenir. Et puis à ce moment-là, je me rends compte que quand j'arrive, je donne mon passeport. La personne qui reprend mon passeport s'arrête, regarde l'écran et va appeler un officier. Et l'officier vérifie, me pose quelques questions, puis rentre des informations dans l'ordinateur et me dit: vous pouvez passer. Quand je ressors, même chose. Après donc que je sois sortie, parce qu'évidemment ça m'a inquiété, j'interroge et j'apprends que je suis fichée. Pourquoi est-ce que je suis fichée? Parce que j'ai quitté le territoire camerounais en violation d'une interdiction de sortie du territoire. Je trouve ça étrange. Vous n'avez jamais été notifié auparavant? Je n'ai jamais été notifié, ni auparavant, ni depuis. Mais quand même, j'ai fait une démarche auprès de la police des frontières, le commissaire adjoint de la police des frontières à Douala à l'époque, et elle m'a confirmé qu'elle n'avait pas le pouvoir de retirer cette information dans le système qui datait de 2019, de janvier 2019, avant que nous soyons arrêtés, le professeur Camto, Valsero et toute l'équipe, et les 200 autres militants du MRC et moi-même. Mais que, effectivement, voilà, l'information était... Mais que, voilà, à chaque fois, on me dit, on me laisserait passer ou on ne me laisserait pas passer en fonction des circonstances. C'est comme ça que j'ai essayé d'obtenir des informations plutôt du côté de Yaoundé, toujours non officiel, et que j'ai eu la confirmation très précise que je faisais l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, que on savait que j'étais en Côte d'Ivoire, mais que je l'étais en violation de cette interdiction, et que si je remettais les pieds au Cameroun, je serais arrêté pour immigration illégale. D'accord. Voilà le retour que j'ai eu de quelqu'un qui n'a pas souhaité se présenter, des forces de l'ordre. Je suis donc en exil. Je l'ai dénoncé à l'époque. Est-ce qu'à partir de là, j'aurais dû me dire, ok, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, c'est bon madame, officiellement, sur autre instruction du président de la République, que vous pouvez rentrer chez vous? Je ne crois pas, sinon je serais encore dehors. Et je connais des compatriotes qui sont partis comme ça dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, fin 2000, 2008, les dernières, et qui n'ont toujours pas remis les pieds au Cameroun et qui n'auront jamais une notification officielle qu'ils peuvent. Donc oui, M. Dipita Tongo, j'ai fait le choix à un moment de rentrer chez moi, en me disant advienne que pourra. Alors, et vous n'avez pas été inquiété au retour? J'ai eu la même chose. Je me suis arrêtée. Cette fois-ci, c'était même encore plus sérieux. Parce que quand on arrive de Côte d'Ivoire, on arrive au milieu de la nuit, donc vous pouvez avoir des agents des douanes qui ne sont pas toujours très bien réveillés. Le policier est venu me chercher là où on prend les bagages, en me disant qu'il y avait une erreur, il fallait que je revienne. Et je suis revenue, elle a récupéré mon passeport et elle est allée réveiller un officier. Et il y a encore eu des conciliabules avant que je ne sois autorisée à rentrer au Cameroun. Bon. Alors, avez-vous des informations pour la suite sur l'interdiction de sortie? Quelle est venue cette procédure? A-t-elle été finalement abandonnée? Puisque manifestement, il faut au Cameroun. Elle est toujours dans le système, c'est ce que je peux vous dire. Je ne sais pas à qui exactement. Alors, il faudrait que j'aille voir le directeur général de la Sûreté nationale personnellement, peut-être. Mais je peux vous dire que jusqu'à mon dernier déplacement, parce que depuis que je suis rentrée, je suis repartie périodiquement, à chaque fois, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, j'ai été arrêtée. Et il y a eu un conciliabule avec un officier du poste de police des frontières pour décider si je pouvais partir ou si je pouvais rentrer. Donc le signalement est toujours dans le système. Et toutes les démarches que j'ai pu faire jusqu'ici pour obtenir qu'il soit retiré purement et simplement, puisqu'il n'est pas exécuté. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes signalé comme quelqu'un qui ne peut pas quitter le territoire, mais on vous dit passez. Donc il faut être... toutes les démarches que j'ai faites,
On m'a dit, ça ne se décide pas à mon niveau. Vous considérez que c'est comme l'épée de Damoclès qui exactement. Sur votre tête. C'est comme ça que je le vois. Merci. À tout moment, vous pouvez être... Voilà. À tout moment, on peut me dire, ah ben, finalement, cette fois-ci... C'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Exactement. C'est la fois où vous ne passerez pas. Mais cela dit, une fois dans la ville, je veux dire, dans le pays, vous vaquez à vos occupations oui, normalement. Personne ne m'a jamais interpellé en me disant, mais il est arrivé, quand je discutais avec un journaliste, par exemple, j'ai le souvenir d'une journaliste de RFI, que quelqu'un s'approche de ma table et me dise bonjour maître, sans se présenter, sans me dire pourquoi il disait bonjour, sans me laisser le temps de poser de questions, et il s'en aille. Donc, j'ai déjà eu comme ça des fois où j'étais assise quelque part avec un confrère et puis le confrère recevait un message et me demandait est-ce que tu as remarqué une voiture de telle marque dehors? Je dis oui, quand on est entré il y avait une voiture de telle marque. Ok, je reçois un message qui me dit que vous êtes suivi par une voiture de telle marque depuis quelques heures. Donc oui, de temps en temps, je reçois des signaux assez clairs que je fais l'objet d'un intérêt particulier. Je ne sais pas exactement de qui. Je ne me formalise pas. Très sincèrement, je pense qu'il y a plus grave. Hein, si c'est juste de temps en temps être un petit peu... Ne vous sentez pas en insécurité? Je trouve que ce niveau d'insécurité est très facilement gérable. Je pense... je vais vous prendre un exemple. Si je suis le ministre de l'administration territoriale, je crois que je me sens encore beaucoup moins en sécurité que si je suis Michel Ndoki. Lui, il est obligé de faire très concrètement attention partout où il va. Il faut que quelqu'un, il faut des gardes du corps, en comparaison, je pense que je suis en sécurité, oui. D'accord. Alors, revenez au Cameroun. Vous êtes indirectement lancé dans la société civile, vous y êtes. Ou alors, que faites-vous dès votre retour au pays? Alors, 2023, c'est le moment où je suis exclu du MRC. D'accord. À ce moment-là, je commence avec ceux qui vont devenir les 4 cofondateurs avec moi du mouvement des bâtisseurs de la nation, c'est-à-dire M. Kingsley Chete, M. Joseph Essama et Mme Nathalie Yakam, le travail de réflexion sur ce que nous pouvons faire pour impulser un changement déterminant dans la destinée de ce pays. Et nous sommes d'accord sur le constat que ce n'est pas d'un manque de partis politiques ou d'esprit brillant que notre pays souffre. C'est d'un manque de société civile forte. Nous avons vu ce que cela a fait dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, ce que cela a fait au Sénégal, ce que cela a fait au Burkina, ce que cela a fait en Serbie en 2000, hein, le départ de Milosevic du pouvoir, ce que ça a fait en Espagne, le mouvement Podemos. Nous avons besoin d'une société civile forte. Nous avons besoin de citoyens qui jouent leur rôle dans la prise de décision, dans ce sens qu'ils ne sont pas dans une position de spectateur, parfois mécontents, mais dans une position d'acteur, qui disent à un moment à leurs dirigeants, ici, vous ne faites pas assez, ici, vous faites trop, ici, nous attendons que vous fassiez ceci. Donc, nous avons commencé à faire ce travail de structuration d'une organisation de la société civile et comme tout travail de structuration, ça a pris du temps. Nous avons mis en place les outils, un site internet, une vision, un mode organisationnel, etc. Et puis, nous avons lancé officiellement les bâtisseurs de la nation le 3 septembre 2024. C'est une conférence de presse chez moi. Petit exemple de l'attention particulière dont je fais l'objet. J'organise la conférence de presse chez moi. Et puis, d'un coup d'un seul, je vois que se trouve au milieu de mon salon des éléments du commissariat, la police spéciale, commissariat spécial, voilà, du commissariat spécial. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font au milieu de mon salon. La réponse n'est pas très convaincante, donc je leur dis de toute façon, si vous êtes venu interrompre quelque chose est déjà terminé. Alors là, c'est peut-être la DGRE. Non. Il m'a dit qu'il s'est présenté comme le commissaire spécial. Alors, je ne sais pas. Okay. Il m'a dit qu'il était le commissaire spécial quelque chose, j'ai oublié son nom. Bref, je sors et c'est pour ça que je... Il est en civil, il est en tenue? Oui, bien sûr qu'il est en civil. Sinon, il serait pas... J'aurais remarqué qu'avant qu'il arrive dans mon salon. Je veux dire, la maison est quand même assez spacieuse. Vous débarquez pas... C'est pas le portail et le salon. Hein. Il y a une certaine distance entre le portail et le salon. Pour revenir à ce dont on parlait, je lui dis, bon, donc si vous étiez venu pour interrompre quelque chose, c'est déjà fini. D'accord? Donc, je vous laisse disposer. Et puis, je vois qu'ils n'arrivent pas, ils sont 2. Ils n'arrivent pas à marcher très vite. Les journalistes sont en train de ramasser leurs affaires, donc j'insiste. Et je vais les raccompagner. Et puis, quand j'arrive au portail, il y a que du bleu. Il y a envahi toute la rue. Il y a, je ne sais pas, plusieurs dizaines de policiers en uniforme et de voitures.
Donc, c'était pas la DGRE, elle est en général un peu plus discrète. Mais voilà, on a organisé une conférence de presse, voilà comment est-ce que ça se termine. Et puis, quand j'ai réagi en disant que ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites ici, même réponse qu'auparavant, on est là pour votre sécurité. Ah, un problème de sécurité d'un coup d'un seul. Et donc j'ai appelé tous les voisins autour de moi en disant venez, 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 la police, oui, la police dit qu'elle veut nous protéger, profitez, profitez. Et là, ils ont tourné les talons, ils sont partis. D'accord. Avant peut-être de parler de cette étape de votre, j'ai failli dire parcours, revenons un peu sur votre vie politique. Avez-vous définitivement tourné la page sur votre vie politique, votre engagement partisan? Vous étiez au MRC, vous l'avez dit. Est-ce que désormais tout ça est derrière vous? Alors, je suis contente que vous fassiez la nuance entre l'engagement politique et l'engagement partisan. Aujourd'hui, je me considère que je suis engagée politiquement. L'organisation dont je coordonne les activités au Cameroun a pour objectif d'obtenir des changements politiques. C'est la politique qui nous intéresse. Maintenant, est-ce que je pense dans un avenir prévisible rentrer à nouveau dans un parti politique? Je vous dirais non. Ce n'est pas, je ne suis pas aujourd'hui engagée dans cette démarche parce que je considère que, je l'ai dit tout à l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour que, en tant que militante ou cadre d'un parti politique, je puisse avoir l'assurance que si j'agis, j'agirai efficacement. Sans une société civile forte, les partis politiques qui ne sont pas des complices du régime n'auront pas une marge de manœuvre suffisante pour impulser des changements. Hein, c'est mon opinion sur la base de mon expérience. Et mon expérience est à la fois 2 ans dans le CPP et 7 ans, si je calcule bien, dans le MRC. Donc je trouve que mon expérience est quand même conséquente. Il faut que la dynamique, les initiatives des partis politiques qui vont se concentrer sur les moments des élections soient accompagnées par une action de la société civile claire. Qu'en dehors des temps des élections, la société civile soit présente dans le débat politique. Et c'est sur ça que je veux travailler. J'ai le sentiment aujourd'hui que c'est là que je peux apporter de la valeur ajoutée. Ça va prendre un peu de temps. C'est un temps que je suis décidée à consacrer à cette œuvre-là, jusqu'à ce que j'ai le sentiment que cette œuvre est accomplie, que nous pouvons, et pas seulement moi, et le sentiment me viendra par exemple de votre évaluation en tant que média. Quand les médias commenceront à relayer l'action de la société civile en disant voici comment elle s'est mobilisée et voilà le changement qu'elle a obtenu pour le Cameroun, alors je pourrais me demander, ok, maintenant, où est-ce que je pense que je peux être utile pour Est-ce que ce n'est pas un bon prétexte, un bon canal pour rester justement dans l'ambiance politique, dans le débat citoyen en cette période, on le sait, électorale? J'ai envie de vous dire oui et non. Alors, non, je ne fais pas ça en me disant, ben, comme ça, je vais pouvoir rester au top de l'actualité. C'est pas mon objectif. Mais j'ai envie de vous dire oui, parce que fondamentalement, en tant que citoyenne, si je suis cohérente, je veux être, en tant que membre de la société civile, au cœur du débat politique. Donc, il n'y a pas de honte à vouloir garder l'attention de nos dirigeants politiques, des médias, etc. Dans ce cadre-là, 2025 est un moment extrêmement important de la vie camerounaise, de l'histoire du Cameroun, espérons-le. Après 2018, il faut que nous allions plus loin. En tant que communauté, en tant que nation, nous devons progresser en 2025. Et les forces politiques classiques, c'est-à-dire au sens de politique partisane en présence, ne nous donnent pas le sentiment que, pour reprendre l'expression d'un compatriote, elle maîtrise. Okay. Donc il faut bien que quelqu'un d'autre maîtrise. Et comme c'est à nous, c'est sur nous que les conséquences tombent quand les choses ne sont pas maîtrisées, je crois qu'il faut encourager nos compatriotes à prendre leurs responsabilités. Et à s'engager. Et à s'engager, oui, bien sûr. Alors parlons donc de votre projet. Vous avez cité ceux qui, avec vous, sont dans cet engagement-là. Vous êtes 4, vous l'avez dit à l'origine. Vous avez également parlé du constat qui fonde votre initiative. Pourquoi ce nom de baptême Disso? L'initiative, parce que Disso, ça veut dire, dans la langue que nous avons en partage, l'œil, la sentinelle, la personne qui veille, la personne qui veille. Et je vais, pardon pour les autres, mais bon, on est 300, donc il faut bien qu'une langue soit parlée. Je parle de 300 tribus. Mais vous savez cette expression, mais il peignait.
chez nous, elle veut dire veille, reste en éveil. Et elle est utilisée dans des cas où la situation risque de dégénérer de manière dramatique. Période de gravité. Si on est, voilà, si on n'est pas en éveil. Donc pour moi, Diso, ça veut dire, c'est ce moment où nous devons être en éveil. Parce que si nous ratons l'opportunité de 2025, si cette année, nous n'influons pas de manière significative, de manière décisive sur le choix du leader suprême là, les conséquences seront des conséquences gravissimes et seront des conséquences pour un long temps. Voilà pourquoi est-ce que nous avons choisi, ou j'ai choisi, j'ai poussé pour ce nom, et voilà pourquoi, puisque Sentinelle, on peut le dire, watch out en anglais, chacun a compris et peut retrouver dans sa langue ou dans nos langues officielles l'équivalent et se sentir concerné par l'idée véhiculée derrière ce projet. Pourquoi est-ce que nous voulons agir nous-mêmes dans la supervision du scrutin? Parce que nous devons rester en éveil pour que le moment où nous allons enfin avoir une opportunité de rentrer véritablement dans le 21e siècle ne nous échappe pas. Est-ce que derrière cette impression de transparence recherchée, ne se cache-t-il pas des velléités, je veux dire, politiques, pour se dire au lendemain, on annoncera des résultats et si ça a la pertinence et la crédibilité nécessaire, ça peut influencer sur le comportement des acteurs, des électeurs. Est-ce qu'il n'y a pas une idée... c'est pas caché, c'est l'idée avouée. Idée de manipulation. Non, c'est pas de la manipulation, parce que la manipulation signifie que la vérité est comment dirais-je? N'est pas dite. Non, ou cachée ou bien travestie. Cherchez le mot travesti. Nous sommes en train de dire, en tant que sentinelle, nous dirons au monde ce qui se passe, ce qui s'est passé, parce que nous étions en éveil. Nous défendons la vérité. Okay. Nous partons de l'a priori que la vérité, c'est ce que tout le monde aime. Parce que même dans les cas comme ceux que nous avons démontrés, où en 2018, où il y a des fraudes, personne ne vient devant le Conseil constitutionnel dire oui, nous avons travesti les résultats, mais nous pensons que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde vient vous dire c'est la vérité. Donc nous sommes d'accord, nous voulons la vérité. Très bien. Si c'est la vérité qui est annoncée, personne ne pourra dire de bonne ou de mauvaise foi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Tout le monde sera obligé de dire c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé au Sénégal en 2025. Si vous regardez l'histoire politique du Sénégal, 2 ou 3 ou 4 élections auparavant, personne n'avait gagné au premier tour. Cette fois-ci, nous avons un outsider. La communauté internationale ignore ce nom. Ceux dans la communauté nationale qui le connaissent savent que ce n'est pas le leader, ce n'est pas la figure sur laquelle l'organisation politique à laquelle il appartient apparaît. C'est un fait. Et pourtant, ce monsieur qui n'est pas un cacique, ni du régime, ni de l'opposition, ce monsieur qui n'est pas particulièrement connu comme la figure de proue de la formation politique qu'il porte, est élu au premier tour. Là où les caciques ont dû attendre 2 tours pour se déterminer. Qu'est-ce que cela vous dit? Quelle est la différence avec le passé? La société civile s'est investie pour superviser ce scrutin. La société civile et c'est une initiative identique à celle que nous sommes en train de mettre en œuvre ici, Diso, s'est mobilisée, a eu des personnes, des observateurs répartis dans un échantillon représentatif de bureau de vote et dès le lendemain matin a dit, d'après nos observations, voici qui a gagné. Et ce monsieur a gagné dès le premier tour. C'était la vérité. Mais est-ce que c'est chez nous cette forme de conversion des politiques qui parfois sont cassés les dents dans le champ de la lutte, vers la société civile? N'a-t-il pas trompé sur la marchandise? Est-ce que c'est pas de se dire, alors ce qu'on n'a pas pu faire dans l'environnement en tant que politique, essayons d'aller dans la société civile, qui c'est peut-être sous ce manteau, sous ce nouvel habillage, l'opinion, les citoyens, les électeurs vont nous suivre et la voie sera toute tracée? Je serais plus nuancé. C'est-à-dire sur le principe, oui, je suis d'accord et j'assume parfaitement que si nous n'obtenons pas de progrès pour notre pays en tant que militants politiques d'un parti politique, nous nous remettions en question et nous cherchions une manière plus efficace d'obtenir le changement. L'objectif était
d'obtenir un changement positif, d'obtenir alternance démocratique, progrès, qu'on sorte du marasme économique dans lequel nous sommes, que nous ayons un meilleur système éducatif, un système de santé qui nous permette d'espérer, quand on est, vivre un peu plus que les 56 ou 57 ans que nous avons aujourd'hui. Si ce n'est pas en rentrant dans un parti politique ou en créant un 354e, oui, je pense qu'il faut oser dire, essayer donc à travers la société civile. Ceci étant, je serai un peu plus nuancé. Pourquoi? Quand je vous ai dit ce qui s'est passé au Sénégal, ma lecture de ce qui s'est passé en tout cas, je n'ai pas dit que le PASTEF, qui est leur formation politique, avait réparti des volontaires. Je vous ai dit la société civile. Il s'agit donc d'un partenariat. La société civile n'avait pas de candidat. La société civile n'avait pas de parti pris. Elle avait des observateurs. Elle a rendu compte, dans sa posture de neutralité, de ce que les électeurs sénégalais avaient décidé. Et le PASTEF a pu assumer la vérité telle qu'elle était révélée par un acteur neutre. La neutralité que nous n'avons pas obtenue d'Elekam jusqu'ici et que nous pensons ne pas pouvoir obtenir quand on voit qui sont les personnes qui sont désignées aujourd'hui pour diriger cette organisation et comment est-ce que les différents rapports d'autres acteurs de la société civile qui sont publiés disent qu'elle fait son travail. Donc, à partir du moment où les rôles sont clairs, je crois que, oui, une personne, un individu donné, comme moi, Michel Ndoki, peut dire « j'ai essayé dans le cadre d'une formation politique pendant longtemps. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne suis pas satisfaite des résultats. Parce que le résultat que j'espérais n'est pas obtenu. Peut-être que je peux essayer différemment. Et donc, adopter un rôle différent. Et qu'à ce moment-là, je pourrais obtenir le résultat. Pourquoi est-ce que je le pense? Pourquoi je l'espère? Parce qu'ailleurs, j'ai vu des personnes qui avaient des pays où on a obtenu ce résultat. Effectivement, peut-être que dans ces pays-là, un militant politique n'est pas devenu acteur de la société civile, mais je ne crois pas que ce soit interdit. Si on trouve normal de passer d'un parti politique à un autre, je crois que c'est normal de passer d'un parti politique à la société civile. Oui, j'en suis sûre. Mais cela dit, pour revenir sur ce que nous avons en ce moment, est-ce que justement, le fait de changer de vêtements simplement, ne courez-vous pas le risque d'obtenir les mêmes résultats? Est-ce que vous avez des instruments différents dans cette nouvelle méthode ou cette nouvelle approche de votre engagement dans la vie publique, dans la vie citoyenne? Oui, j'en ai d'autres. Et je vais vous dire lesquels. Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour moi de dire suivez telle direction. D'accord. Il s'agit pour moi de dire je viens vous voir parce que je crois que nous avons le même objectif. Ok. J'ai une idée de ce que nous pourrions faire ensemble pour l'atteindre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. La démarche des électeurs que j'ai rencontrés, par exemple, j'ai rencontré plusieurs centaines de personnes entre l'extrême nord, le nord et l'Adamawa. Des groupes très divers. Des étudiants, des enseignants, des leaders de partis politiques, de différents partis politiques. Nous étions assis à 20, 30, 40, 2, 3, 4 partis politiques, d'organisations de la société civile, de corps enseignants, de gens, des citoyens lambda. Et nous étions en train de réfléchir ensemble de la manière dont nous allons nous organiser, sur la manière dont nous allons nous organiser pour superviser les élections dans cette région-là. Et chacun disait, voilà ce que moi je peux faire, voilà comment est-ce que mon expérience passée, parce que j'ai déjà fait ça, m'a appris que voici les problèmes qui se posent, et voilà comment on va les résoudre. Chacun vient pour lui, il ne vient pas pour moi. C'est la différence avec le parti politique. Dans le parti politique, celui qui vient pour le patron, qui veut devenir président de la République, qui veut devenir député, il vient pour soutenir une dynamique qui est une dynamique de parti politique. On va conquérir des sièges, on va conquérir le pouvoir. Dans le cadre de la société civile, de ce projet, entre autres, parce que notre organisation ne vise pas seulement à superviser les élections ou celle-là ou l'autre, mais dans le cadre de ce projet, nous nous rassemblons autour d'un objectif qui n'est pas mon objectif ou ton objectif, c'est le nôtre. Chacun de nous veut savoir s'il va choisir son président qui la majorité a désigné. Et donc, chacun vient avec ce qu'il est, ce qu'il peut, pour qu'on atteigne ensemble cet objectif commun. Ok. Alors, cela dit, vous avez parcouru pour l'instant uniquement le Septentrion. Oui, bon, j'ai été à l'ouest la semaine dernière, mais j'y ai pas encore passé beaucoup de temps. Ça vous a pris combien de temps, le grand nom? 5 semaines. Okay. Parce que vraiment, je prenais mon temps. C'est-à-dire que j'ai passé 2 semaines dans l'extrême nord. Je suis allée à Maroua, à Kaïlé, à Tokombéré, à Yagua, à Mokolo.
je cherchais Mokolo. Et puis je suis allée à Pousse, donc en passant par Maga. Donc ça prend du temps, évidemment. Mais ça prend surtout le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se poser, de réfléchir sur soi-même, de connaître son pays et de connaître ses compatriotes. C'est pas seulement découvrir le paysage, mais de connaître les compatriotes, de comprendre où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils perçoivent ce pays, qu'est-ce que le mot camerounais veut dire pour eux, et là, quelle est la relation qu'ils ont au pouvoir, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur capacité à compter pour ce pays. Comment est-ce que l'on peut restaurer ce sentiment que nous sommes importants? Comment est-ce que le mot camerounais nous fait nous sentir dignes? Est-ce que nous pouvons récupérer notre dignité en tant que Camerounais? Donc, créer ce lien, discuter de ces questions fondamentales permet de donner du sens à un projet comme Disso. Et de dire il ne s'agit pas seulement d'adhérer à une initiative parce que Maître Ndoki est un leader charismatique, parce que chacun a son opinion là-dessus, n'est-ce pas? Absolument. Mais de dire je suis en train de participer à la construction de ma nation. Okay. Je suis en train de participer à restaurer le sentiment d'appartenance et d'unité nationale. Parce que ce que je fais à Pousse, quelqu'un est en train de le faire à Bafoussam. Et ce quelqu'un, c'est mon frère, c'est ma sœur. Vous voyez? À partir de là, 2 semaines, c'est pas trop. Et j'arrive au nord, j'arrive dans la Damawa et on recommence. On va jusqu'à Touroua, à la frontière nigériane. Et à Touroua, on va jusqu'à Bibemi. Et à Touroua, je me rends compte qu'on utilise plus le Naira que le franc CFA. Pourtant, c'est une partie du territoire camerounais. Du Cameroun. Et j'avais fait le même constat, c'est pas particulier à Touroua. Hein. Quand vous êtes à Isangélé, à Bakassi, on utilise le Naira. La plupart des marchandises que vous consommez viennent de l'eau, ça vient du Nigeria. Donc, ça m'oblige à m'interroger, je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure, ça m'oblige à m'interroger sur le sens que je donne à être un leader politique camerounais aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais de la réalité des Camerounais quand je suis assise, si je suis... Vous n'aviez pas mieux intégré avant à l'époque? Non, parce que je ne savais pas. Je connaissais le Cameroun, je ne dis pas que c'est seulement là que j'ai commencé à me balader, j'étais déjà allé à Maroua, j'étais déjà allé à Ngambéré, je suis déjà allé dans... Je ne peux pas vous compter combien de villes dans ce pays, toutes les régions, il n'y a pas une région dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds. Mais c'est une chose de venir 2 jours en mission ou 3 heures en réunion. C'en est une autre de vivre là pendant 15 jours. C'en est une autre de prendre le bus touristique classique et de passer 36 heures assises avec 70 personnes à partager leur quotidien, leur voyage. Hein. Donc, ça a informé d'une manière que je crois très significative ma vision de développement pour ce pays. Et ma vision des priorités. Je crois qu'il est une priorité pour notre pays aujourd'hui de restaurer ce sentiment d'appartenance et d'unité nationale. Le décrire ainsi avec autant de détails, voudrait-il en vous ressortir ce côté un peu manque des acteurs publics sur leur connaissance profonde des réalités du pays? C'est une évidence. La plupart des personnes avec qui j'ai discuté, c'est la première chose qu'ils vous disaient. Hein. Voilà qu'on arrive aux élections. Et tout d'un coup, tout le monde va venir passer là, s'arrêter au grand carrefour dans son grand 4x4. On aura placé des tentes, ils vont nous raconter tout un tas de choses. Et puis ils vont repartir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Moi, à qui on est venu parler, oui, vote pour le changement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? De parfaits inconnus qui sont arrivés au carrefour, qui poussent des hurlements dans des haut-parleurs et qui rentrent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Vous pensez sérieusement que je peux, moi, m'engager pour les 7 années prochaines sur ce parfait inconnu? Ça n'est pas possible. D'accord. Vous, l'enjeu de votre initiative, c'est d'inscrire 10 000 personnes, 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais. À ce stade, c'est de rassembler 10 000 volontaires. Parce que vous dites inscrire, ça donne l'impression qu'on parle de s'inscrire sur les listes électorales ou de voilà. C'est de rassembler 10 000 volontaires, oui. Pour vous suivre dans l'initiative. Pour que nous fassions ensemble la supervision du scrutin. Personne ne me suit. À ce stade, combien vous ont déjà réunis dans ce... Alors, aujourd'hui, nous devons être... alors, on est présent dans 6 régions sur 10.
J'étais en train, avant que l'émission ne commence, de demander les derniers chiffres parce que c'est quelque chose qui bouge tous les jours. Okay. Mais je pense que la dernière fois que j'ai vérifié, on était déjà à peu près 500 répartis dans les différentes régions. On a 500 volontaires. Oui. Et vous pensez pouvoir atteindre 10 000 d'ici les prochaines élections? Je pense que nous pourrons être 10 000 dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que le recrutement n'est pas centralisé. Il ne s'agit pas de Michel Ndoki qui recrute. Ce n'est pas moi qui ai réuni les 500 et peut-être même que je suis en dessous de la réalité. À l'extrême nord, à l'heure où je vous parle, il y a des dizaines de personnes qui sont en train de s'occuper de mobiliser, chacune là où elle est. Et c'est pareil au nord, c'est pareil au sud-ouest, c'est pareil dans le littoral. Ils organisent des réunions dont je ne suis pas informée. Donc oui, je crois que nous pouvons atteindre les objectifs. Nous avons eu une réunion avec les cofondateurs la semaine dernière où nous avons décidé, pour en être sûr, de nous répartir la mobilisation, l'animation des régions. Chacun d'entre nous va se focaliser sur quelques régions, 2 ou 3 par personne, pour que nous soyons en mesure d'encourager, de guider, de partager des idées, de partager des expériences des autres régions où les gens progressent plus rapidement et nous assurer que cet objectif sera atteint. Ceci étant, si vous voulez manger un éléphant, vous posez l'éléphant devant vous, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas y arriver. Dès que vous commencez à le découper en petits morceaux, c'est différent. Quand on dit à l'extrême nord, par exemple, l'objectif ici, c'est d'avoir 1500 personnes. C'est plus du tout un objectif de 10 000. Donc, ça vous permet, quand vous répartissez 10 000 en 10 régions, et ce n'est pas réparti de manière uniforme, c'est une chose aussi que je peux signaler, nous répartissons les volontaires en fonction du poids électoral, j'ai envie de dire, de chaque région. Vous avez plus de 4500 bureaux de vote dans l'extrême nord, vous en avez moins de 2000 dans l'Adamawa. Donc les objectifs dans l'Adamawa ne sont pas les mêmes que dans et on peut dire la même chose, l'Est et le Sud, par exemple, ont beaucoup moins de bureaux de vote que le littoral et le centre. Ce qui veut dire que, oui, on peut arriver à 10 000 beaucoup plus rapidement, parce que c'est beaucoup plus facile de recruter 2000 personnes à Douala que de recruter 500 personnes à Bertois. Heureusement, on n'a pas besoin de recruter 2000 à Bertois. Alors, comment fonctionne concrètement votre organisation? Donc, je vais dire au quotidien, c'est dans la structuration, dans le... Vous ne voulez pas que je dise enrôlement, mais pour attirer tous ces volontaires qui, évidemment, s'associent à votre projet, comment concrètement tout cela est-il organisé? Alors, nous avons des réunions régulières entre eux. Donc, c'est une organisation, j'ai presque envie de dire fédérale. C'est-à-dire que vous avez des organisations, je vais vous dire pourquoi. Vous avez retrouvé le fédéralisme de la société civile. Exactement. Je vais vous dire pourquoi, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que, et peut-être que c'est de la déformation politique. Voilà, exactement. Parce que chaque région fonctionne de manière autonome. On ne vous demande pas, on ne nous demande pas au niveau central la permission avant d'organiser une réunion ou des orientations avant de déployer une stratégie de mobilisation. Notre rôle était de faire comprendre et de nous assurer que nos points focaux dans cette région s'approprient l'objectif commun. Et c'est d'aider à dire, en ce qui concerne votre région, voici quel est l'objectif. Vous avez besoin de 800 volontaires répartis dans les 4 départements en fonction du poids électoral de chaque département. Une fois qu'ils ont compris ça, ils font. Voilà comment on fonctionne. Et ils font, et ils décident entre eux qui est l'équipe de coordination, qui s'occupe de communication, qui c'est qui fait des vidéos. Au niveau central, vous attendez les résultats. Exactement. Et nous revenons vers eux pour voir comment ils progressent, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, quelles sont leurs difficultés. Maintenant, au niveau central, nous devons être au clair sur la répartition dans les différentes régions des volontaires et nous nous focalisons sur l'accompagnement en termes de coordination parce que quand ils seront déployés sur le terrain, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont observé à une équipe de coordination. Donc nous devons monter et nous avons donc une équipe de coordination. Et puis ils doivent envoyer les informations vers un outil technique. Donc nous sommes en discussion et en collaboration avec l'équipe technique qui va monter l'outil, le serveur, je ne connais pas tous les mots, mais l'outil technique qui va
recevoir les informations et qui va les retraiter et donner à l'équipe de communication. Il y a donc un volet communication pour que cette équipe de communication puisse, le moment venu, rendre compte de l'évolution des résultats des collectes sur le terrain. Tout cela sera mis en dispositif avant les prochaines échéances. La personne qui s'occupe de l'outil technologique est déjà en train de travailler, l'équipe de coordination est connue, oui, bien sûr. Alors, tout cela a un coût? Oui, tout cela a un coût. Ça se finance comment? Par la volonté des personnes concernées. Okay. Je reprends les exemples concrets. Les déplacements au nord sont financés pour aller mobiliser, les coups de fil pour dire voilà j'ai besoin de toi, sont financés par les personnes sur place. L'équipement informatique, là, l'outil technologique, est financé en partie par celui qui s'est porté volontaire pour le travailler, et puis en partie par d'autres volontaires qui disent moi je suis un Camerounais par exemple de la diaspora, il y en a beaucoup qui nous soutiennent, je pense que c'est un projet porteur, je vais prendre en charge ceci. Quand on organise une conférence de presse, on se met, chacun met la main à la pâte, telle personne dit voilà j'envoie tant pour le déplacement. Quand je suis parti en tournée là pendant tout ce temps, les gens ont mis la main à la poche, écoute je t'envoie 200 000 francs, ça va aider pour le transport, ça va aider pour l'hébergement et puis voilà. Alors sur le plan administratif, êtes-vous correct? Très à l'aise. Sous-préfecture, préfecture, tout le monde a... Très à l'aise. Vous avez un numéro. Quand je suis arrivée à Yaoundé, je suis allée me présenter au gouverneur en disant voilà, monsieur le gouverneur, bonjour, je suis venu ici parce que je travaille sur un projet pour notre patrie et je tenais à signaler ma présence. Il m'a félicité, béni, et puis voilà, nous nous sommes séparés. Donc, vous n'avez aucun risque d'interdiction? Vous n'avez pas connu ça tout au long de votre... Bien sûr qu'il y a des risques d'interdiction. Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas embarrassé par les autorités au quotidien, ou alors tous ceux qui travaillent avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas de restriction ou d'interdiction de déploiement? C'est bien que vous me posez la question, parce que je voudrais saluer les autorités concernées. Dans le Nord, on a eu quelques soucis. D'accord. Après que nous soyons passés, alors nous faisons les choses en conformité avec la loi. Par exemple, on va vous dire, comment dirais-je, c'est l'épouvantail agité régulièrement. On va vous dire, si vous voulez faire une manifestation publique, il faut la déclarer. Je suis avocat, j'ai déjà lu la loi un certain nombre de fois, je sais ce que c'est qu'une manifestation publique. Si je m'en vais, moi, Michel Ndoki, sur invitation, rencontrer monsieur Amadou chez lui, c'est pas une réunion publique, c'est pas une manifestation publique, j'ai rien à déclarer. C'est comme ça qu'on fait. Et vous direz également que faire venir des gens chez vous, ouvrir votre domicile privé au public, pourrait traduire un événement. Est-ce qu'il est ouvert au public? Non, justement, il n'est pas ouvert au public. Pourquoi est-ce qu'on dit ouvert au public? D'abord, la manifestation publique, c'est sur un lieu public. Il faut faire attention. C'est quand c'est un lieu public. D'accord? Si c'est dans un lieu public, c'est une réunion publique. La loi ne dit pas que les réunions publiques doivent être déclarées. 1. 2. Parce que la seule raison pour laquelle on demande de déclarer les manifestations publiques, c'est parce que vous utilisez l'espace public. Et que comme cet espace ne vous appartient pas, les autorités administratives doivent vérifier que vous l'utilisiez d'une manière qui ne perturbe pas les autres. C'est l'essence de la loi. On a tendance à l'oublier. Nous ne sommes pas dans un état policier, même au dire des policiers. Personne ne peut dire « je veux savoir quand les gens se réunissent sur le territoire camerounais, pourquoi ils se réunissent et qu'est-ce qu'ils se disent ». C'est interdit par la Constitution. Maintenant, je reviens à l'exemple que vous venez de donner. Ce n'est pas une invitation au public. Parce que j'invite des personnes nommément désignées que j'ai appelées au téléphone. Si vous organisez le baptême de votre enfant, vous pouvez ne pas connaître tous ceux qui sont là. Ce n'est pas une réunion publique. Vous avez appelé des personnes précises chez vous. Et la Constitution vous autorise à faire ça comme vous voulez. Et la Constitution interdit au préfet, au sous-préfet, au commissaire spécial de venir vous dire, de lui expliquer si vous avez reçu des gens, qu'est-ce que vous vous êtes dit. Il n'a pas le droit de vous poser cette question. Il a le droit de lancer une enquête s'il a des raisons objectives et des preuves à l'appui de soupçonner que vous vous livrez à une activité illégale. Ce n'est pas ce qui s'est passé jusqu'ici, mais nous avons eu des problèmes au nord. Parce que quand je suis parti de chez des personnes qui m'avaient donc reçu dans le cadre d'une réunion privée, ils ont été appelés
ils ont été convoqués à la préfecture et ils ont été menacés. Vous organisez des réunions pour parler de choses qui sont hostiles à la patrie avec des personnes qui potentiellement... Vous êtes habitué à ce vocabulaire. Hein? Et je vous le demande, pourquoi? Ça n'atteint pas l'objectif poursuivi, que je soupçonne. Je ne fais que soupçonner, je ne peux pas être ailleurs que dans le soupçon, je ne suis pas dans vos esprits. Le soupçon, c'est qu'on essaye de gêner quelque chose qui potentiellement mettrait en danger le régime. Mais en faisant cela, on crée de la frustration. Parce que tout le monde voit bien que vous êtes en train de violer des droits constitutionnels. Et vous faites des choses que personne ne vous a demandé, que peut-être personne ne veut, y compris les personnes à qui on essaierait éventuellement de faire plaisir. Pourquoi? Et puis fondamentalement, que faisons-nous? Nous voulons protéger la transparence électorale, nous voulons protéger un processus que nous estimons sacré, le processus de choix de notre leader. Et nous voulons que le prochain leader soit le résultat de la volonté bien éclairée des Camerounais. Quel est le préfet, le sous-préfet, le policier, le gendarme, le procureur qui ne veut pas ça? Alors, dis ça, cet œil, ces yeux, sont-ils véritablement indépendants ou politiquement orientés? La seule politique qui nous oriente, c'est la volonté de voir triompher la vérité. Si la question est, est-ce que nous avons un leader de préférence parmi les candidats déclarés ou pas encore déclarés, est-ce qu'il y en a un qui a notre faveur? La réponse est non. Nous avons décidé d'observer une attitude de neutralité parce que pour nous, c'est le gage de la confiance de l'ensemble de la nation camerounaise dans ce que nous sommes en train de faire. Tous les Camerounais doivent voir dans cette initiative un espace impartial dans lequel ils puissent se reconnaître. Même si, entre eux, ils ont des positions diamétralement opposées. Un militant du RDPC, un militant du PCRN, un militant du parti Univers doit être à l'aise avec le projet d'ISO, même s'ils ne sont pas à l'aise entre eux. Ce que je dis souvent aux personnes avec lesquelles je discute dans le cadre de ce projet, c'est si les partis politiques ont du mal à s'unir, montrons-leur que la société civile, elle sait comment on fait. Alors, cela dit, la publication des tendances en période électorale est encadrée. Elle est encadrée. Alors, l'enjeu pour vous, c'est de donner les résultats dès la clôture, si possible, et des bureaux de vote. N'y a-t-il pas une ligne rouge, une limite que vous empiétez, ou alors sur laquelle vous allez très facilement plonger au risque de vous voir taper dessus? Alors, parlons des règles claires. D'accord. Parce que vous savez, comme moi, que nous sommes dans un environnement où on parle souvent de l'autorité et pas de la règle, alors que ce sont deux choses différentes. Quelle est la loi qui dit « Je suis observateur dans un bureau de vote dans cette qualité, j'ai observé et j'ai dit ce que j'avais vu. Ça, c'est illégal. » Il n'en existe pas. Que dit la loi? Le dépouillement du scrutin a lieu en présence des électeurs. Ça veut dire que si je suis électeur et que je suis allé observer le dépouillement, j'exerce une prérogative que me donne la loi. Dans votre bureau de vote ou dans votre circonscription. Voilà. Donc, nous nous appuyons sur ça pour dire il y aura au moins 10 000 personnes devant un bureau de vote ce jour-là. Nous avons décidé simplement de nous organiser pour partager entre nous le résultat de nos observations. Après, l'équipe de coordination dit ok, j'ai des informations fiables, documentées. Il me dit ce qui s'est passé dans 10 000 bureaux de vote répartis sur le territoire camerounais. Je veux en parler à un journaliste. Quelle est la loi que je viole? On peut me reprocher d'avoir dit quelque chose de faux. On ira au tribunal et je montrerai ce qui me fait dire que ce n'est pas faux. Et à partir du moment où je peux prouver que je disais de bonne foi quelque chose, que j'avais de bonnes raisons de croire vrai, je ne peux pas être poursuivi pour propagation de fausses nouvelles. Vous savez bien que la publication des résultats, au vu de la loi, incombe à la loi électorale. Incombe la publication des résultats. Je ne publie pas de résultats. Les tendances, exactement. C'est encore plus grave. Non, c'est pas plus grave. C'est plus légal. Mais c'est plus embêtant. Parce que ça, on ne peut pas me l'interdire. On ne peut pas. Je n'ai jamais
dit, nous allons annoncer les résultats des élections présidentielles. Évidemment que je ne peux pas faire ça. D'abord, nous n'en avons pas les moyens. Pour cela, il faudrait que nous ayons à notre disposition un mécanisme qui nous permet de recueillir les résultats de manière, comment dirais-je, authentifiable. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, nous sommes répartis sur un échantillon représentatif du bureau. Les résultats sont publics. Ce n'est pas moi qui les ai publiés. La loi camerounaise n'autorise pas la diffusion des tendances électorales par des acteurs non habilités. Seul ELECAM peut communiquer officiellement sur les résultats. Quel est le texte qui dit ça? Parce que ça, c'est ce que quelqu'un dit. Il dit que la loi dit que. Je veux savoir de quelle loi il parle. Et j'aurai une discussion avec lui sur la loi dont on parle. Parce que moi, celle que je connais ne dit pas on ne peut pas publier des tendances, c'est le travail d'ELECAM. La loi que je connais dit c'est ELECAM qui publie les résultats. Donc on ne parle pas de la même chose. Alors, et puis, il faut que nos compatriotes se rassurent. Nous vivons sur Terre. Les textes que nous avons, la démocratie ou la démocrature ou la dictature ou le régime autoritaire, n'a lui non plus rien de spécial. Il y a d'autres pays où, je vais vous rassurer sur ce point, il y a d'autres pays où on a des dictatures plus féroces. Le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre a été mis en œuvre dans 170 élections dans le monde entier au cours des 40 dernières années et en particulier dans ces dictatures beaucoup plus féroces. Laissez-moi vous lire l'article 113 du Code électoral. Les résultats des élections sont proclamés par l'organe en charge de l'organisation des élections dans les délais prévus par la présente loi. Merci. Reprenez doucement. Les résultats. Merci. Vous n'avez pas le sentiment. Ne commençons pas avec les sentiments, monsieur Tongo. Ne commençons pas avec les sentiments. Parce que, en fait, cette conversation est primordiale pour les Camerounais. C'est pour ça que je m'y attends. Excusez-moi, est primordiale pour les volontaires. Il faut resituer les choses dans leur contexte. On est dans un pays où on nous fait marcher à la peur. Si nous ne disons pas de manière limpide aux gens... Non. Vous dites que vous envoyez les volontaires, les 10 000 volontaires dans les bureaux de vote. D'accord. Et les informations qu'ils recueillent sont celles données, donc les résultats au sein du bureau de vote dans lequel ils se trouvent. Je vais aller plus loin. D'accord. Ce sont les résultats proclamés par ELECAM. Comment cela? Parce que ELECAM, ce n'est pas seulement la Commission nationale de recensement général de vote, c'est la commission départementale, c'est la commission locale. Donc la commission locale, c'est quoi? C'est le bureau de vote. C'est-à-dire... Non, ne me dites pas ça. Parce que vous savez bien que... Non, ne me dites pas ça. Parce que on parle de quelque chose de sérieux. Donc, ne me dites pas que je suis dans le contentieux. Je ne suis pas dans le contentieux. Je suis en train de restituer les faits. Dans le bureau de vote, comment se passe le dépouillement? Il est fait supervisé par le président du bureau de vote, de cette commission locale. Donc, vous avez les représentants des partis politiques, le représentant de l'ELECAM, qui préside le bureau de vote, et les représentants de l'administration et les représentants, j'ai parlé déjà des partis politiques. Absolument. Qui dit quels sont les résultats? Qui dit les résultats affichés au tableau? Le président. Qui reporte ces résultats? Ce sont ces résultats tels que proclamés qui sont reportés dans le PV. D'accord. Ce qui se passe lorsqu'on annonce les résultats de ce bureau de vote à l'issue du dépouillement, c'est une proclamation, monsieur Tongo. Et vous venez de me lire l'article qui dit qui a proclamé. Ce que je fais, moi, en tant qu'observateur, en tant qu'électeur, c'est répercuter les résultats tels qu'ils ont été proclamés par ELECAM. Alors, vous savez que nous, en tant que médias, nous sommes régulièrement, c'est pour ça que j'insiste, confrontés à cette situation-là. D'autant peut-on, au sorti du bureau de vote, considérant que au sein du bureau de vote, le résultat a été véritablement publié en présence des acteurs qui ont souhaité évidemment y prendre part. Mais je veux dire, ils sont catégoriques. Non, les médias camerounais ne sont pas autorisés à publier les résultats électoraux, même sous forme de tendance, avant la proclamation officielle par ELECAM. Cela est considéré comme illégal, quelle que soit l'intention. Mais il n'y a pas de problème. ELECAM, la dernière fois que j'ai vérifié, n'était pas juge, n'était pas avocat, n'était pas législateur. Nous pouvons avoir le débat avec ELECAM, nous pouvons avoir le débat avec n'importe qui. Vous savez, il ne suffit pas d'être une administration pour que ce que l'on dit soit parole d'évangile. Le ministre de l'administration territoriale a affirmé des choses, par exemple, en ce qui concerne un parti politique dans l'histoire de cette nation. Il est arrivé devant le juge et le juge lui a dit « vous avez tort ». Donc on peut avoir le débat. Vous êtes sur le chemin du contentieux? Non, parce que pour l'instant, personne ne me reproche d'avoir fait quoi que ce soit. D'accord. Je vous réponds sur ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je pense que nous pourrons nous défendre par rapport à ce que nous faisons? Oui. Ok. Voilà pourquoi.
l'avenir nous en dira. Exactement. Peut-on garantir... je concède à Elekam le droit de penser ce que Elekam veut. Peut-on garantir l'intégrité et la fiabilité de votre dispositif sur l'ensemble du territoire? Vous partez sur la base de la bonne foi de ceux qui sont avec vous? Non, je pars sur la base des preuves qu'ils auront données de ce qu'ils auront observé. D'accord. Vous êtes confiante? Pourquoi Elekam est confiant et pas moi? Je veux dire, ce sont des êtres humains, hein, a priori. Ce seront des électeurs, ils savent lire et écrire, ils peuvent regarder et lire un tableau et vous dire ce qu'il y a sur ce tableau. Si on en est à commencer à douter de la capacité des Camerounais à faire un truc aussi basique... Qu'est-ce qui a déterminé votre choix, à commencer par le septentrion? Le nombre de bureaux de vote. D'accord. Et puis la situation particulière de cette région. Je parle de l'extrême nord. C'est une région qui est déclarée sinistrée. C'est l'endroit où traditionnellement on a le plus de difficultés à avoir accès à des résultats fiables. Okay. Et des difficultés, en tout cas aux dernières élections présidentielles, à communiquer tout court. Parce que les réseaux de communication sont coupés. Donc il faut commencer là où on a une population extrêmement nombreuse. Je vous ai dit, hein, rien que dans l'extrême nord, il y a plus de 4500. Et comment avez-vous apprécié sur le total de 28? Les gens ont-ils été réceptifs, ouverts? Ont-ils adhéré? Oui. C'est la région dans laquelle nous avons le plus grand nombre d'adhérents aujourd'hui. C'est la région dans laquelle j'ai rencontré le plus de personnes désireuses de faire des choses par elles-mêmes, qui étaient peut-être même déjà en train de faire des choses. Il y a en ce moment d'autres organisations de la société civile qui essayent, qui font des choses, mais ne essayent pas seulement. Le PCGN, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est une organisation de la société civile qui rassemble des élites et des leaders d'opinion du Grand Nord derrière des aspirations, des attentes et des demandes pour les populations, s'est déclaré, en tout cas, un des dirigeants du PCRN, du PCGN, s'est déclaré très favorable à notre initiative. Donc on a rencontré, mais je ne veux même pas parler simplement des dirigeants. Moi, je vous parle des étudiants avec lesquels j'ai discuté à Kaïli, des agriculteurs avec lesquels j'ai discuté à Pousse. Oui, il y a un très très grand enthousiasme et il y a surtout la confiance dans le fait que finalement, il ne tient qu'à eux de reprendre le contrôle. Donc on peut dire que l'initiative bénéficie également des soutiens politiques? Oui, je pense que l'on peut le dire. Il y a alors PCGN, ce n'est pas un parti politique, mais oui, il y a des partis politiques qui saluent cette initiative. Ce sont des partis politiques, il faut le dire, qui ne présentent pas de candidats aux élections présidentielles. C'est important de le dire parce que ça veut dire que notre initiative reste une initiative sans parti pris. Okay. Si vous me permettez la tautologie. Alors vous avez dit que vous avez eu quelques difficultés à Marois, non, dans le nord. Dans le nord, pas dans à Garoua. Avez-vous... C'était pas à Garoua, c'était à Bibémi et puis il y a une autre localité. Donc dans le nord. Nous avons, voilà. Vous avez dit cette crainte ou alors ce sentiment de rejet, on va le dire comme ça, plus on se comprend. Est-ce une réaction, vous la considérez comme une réaction gouvernementale ou vous dites c'est juste une action locale, des autorités locales? Pas des autorités, d'un sous-préfet en particulier ou de deux sous-préfets en particulier. Qui n'ont pas bien perçu oui, alors je ne peux pas savoir s'ils ont reçu un appel téléphonique inquiet ou s'ils ont eux-mêmes été... Mais de façon globale, vous dites que les pouvoirs publics vous laissent faire, ont-ils compris Je pense qu'ils ont compris le peuple camerounais. C'est pas seulement moi. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives. Vous avez M. Abdourahmane Baba qui a lancé une initiative, je ne sais même pas si vous ne l'avez pas déjà reçue, sur les hommes et les femmes d'honneur, qui est une initiative pour recruter 60 000 volontaires en ce qui le concerne, pour superviser le prochain scrutin. Joshua aussi, le président du SDF, est en train d'essayer de recruter 90 000 représentants, ou pas seulement d'essayer de recruter 90 000 représentants dans les différents bureaux de vote, parce qu'on est à peu près à 30 000 bureaux de vote pour l'ensemble du territoire aujourd'hui. Donc, tout le monde est très intéressé. Ces initiatives-là ne vont pas... Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de se marcher sur les doigts? Est-ce qu'au final... Non, parce que vous voyez, j'en parle... Le trop-plein ne va-t-il pas... Non, je ne crois pas. Parce que montrer que le verre est vraiment à une taille limite? Encore une fois, nous nous battons pour défendre la vérité. Chacun, de son côté, a dit je veux essayer quelque chose. Et je vous parle de ces initiatives parce que j'ai parlé avec les intéressés, pas parce que j'ai découvert les initiatives sur les réseaux sociaux. Donc, nous parlons. Et nous assurons donc de collaborer dans une mesure qui permette d'éviter qu'on se marche sur les pieds et qui permette à chacun de pouvoir protéger ses intérêts propres. C'est-à-dire que si je suis le SDF par exemple et que je veux des représentants dans les partis politiques, dans les bureaux de vote,
je peux vouloir des représentants du SDF. Si à la fin de la journée, leur candidat est annoncé par les tendances comme le vainqueur, vous comprenez bien que tous les autres qui n'ont pas voté pour lui auront un petit doute. Bon, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble, mais ça veut dire que chacun doit préserver ses objectifs. Voilà. Notre objectif est un objectif de supervision, mais aussi un objectif de transparence, d'impartialité et de neutralité. Et que dites-vous à ceux-là qui vous soupçonnent, qui disent c'est une initiative cachée pour mettre un docky, de prendre véritablement le pôle, de chercher à mieux s'implanter, mieux se faire connaître pour un retour en politique plus large, qui c'est peut-être en vue des prochaines élections? Celle de 2032? 2027, pourquoi pas, et qui c'est peut-être 2026? Ça fait peut-être un petit peu tard. Bon, c'est pas. Moi je sais. Si je voulais... on le sait d'autant moins que la plupart des partis sont en mouvement en ce moment. Eh ben justement, moi non. Donc je peux vous dire. Vous avez vu dans le septentrion. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais dire? Les autres partis viennent dire voici mon candidat. Ils ne viennent pas dire écoutez, supervisons les élections ensemble. Donc à quel moment, si je suis candidate, vous pensez que je vais retourner dire aux gens au fait, maintenant que vous êtes tous installés, ne craignez-vous pas d'être une forme de déclencheur d'une tension post-électorale si jamais les chiffres les tendances, puisque vous y êtes, que vous annonceriez sur le mot conditionnel, seraient différents de ceux de l'ECAM? Et pourquoi ce serait à moi d'être à l'origine des tensions si l'ECAM me travestit? Si vos chiffres sont différents. Si l'ECAM travestit les résultats. Si vos chiffres sont différents, pourquoi pensez-vous que c'est nécessairement l'ECAM qui aurait par définition, ce que je suis en train de faire, c'est protéger la vérité. Donc si la vérité, et puis, excusez-moi, on va arrêter un peu avec l'hypocrisie. La dernière fois que nous avons parlé des résultats proclamés par l'ECAM, on est bien d'accord. Donc vous engagez votre responsabilité au cas où ça pourrait... Attendez. D'accord. On a vu en Mondovision que ces résultats étaient fantaisistes. C'est un fait, hein, c'est pas théorique. Nous avons ensemble examiné 36 procès-verbaux de commission départementale qui étaient manifestement fantaisistes. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que maintenant... Même si vous avez déclaré plus tard que les 36 procès-verbaux, vous les aviez pas forcément. Ça ne change pas le fait que ce qu'ils nous ont donné, parce que les procès-verbaux que nous avons commentés venaient de l'ECAM. Hein. D'accord. D'accord. Donc, ces documents qu'ils nous ont donnés, où vous aviez sur une feuille volante des signatures et sur une autre feuille volante un tableau Excel qui n'était signé par personne et qui, dans certains cas, donnait un total de 103% en faveur de Paul Biya, c'est l'ECAM qui me l'a donné. Donc, je suis désolée si aujourd'hui je dis l'ECAM ne m'a pas démontré jusqu'à présent dans le passé que je pouvais faire confiance à sa vision de la vérité et que demain, grâce à notre initiative, parce que l'ECAM sait que d'autres savent, et l'ECAM décide de publier les résultats réels. D'où viendra la tension? Alors si à l'issue de la publication de ces résultats, supposons le réel, véridique, tel que produit par les bureaux par les urnes, et que les candidats présentés par le RDPC dès la présidentielle, mais aussi les autres élections, seraient vainqueurs, vous les annonceriez quand même? Bien sûr. En toute vérité. Nous défendons la vérité. Alors, et nous les annoncerions pourquoi? C'est une question importante que vous posez. Parce que ce qui nous importe, c'est la préservation de la paix dans ce pays. D'accord. Ce n'est pas grâce ou à cause de nous qu'elle ne règne pas. Elle ne règne pas parce qu'il y a une déconnexion de plus en plus profonde entre l'élite dirigeante de ce pays et la population camerounaise. Nous travaillons pour réduire cette fracture. Nous travaillons pour qu'elle disparaisse. Nous travaillons pour restaurer la confiance entre nos compatriotes et leurs dirigeants. Parce que c'est la seule manière de mettre un terme à tous les conflits qui minent ce pays. Donc, demain, la majorité des Camerounais disent « Nous pensons en conscience que le candidat du Rassemblement démocratique pour du peuple camerounais est la personne la mieux placée pour diriger ce pays dans les 7 prochaines années. Nous dirons à nos compatriotes, voici ce que les tendances ont révélé. Et l'ECAM publiera la même chose et nous continuerons de travailler dans la paix. Et les autres candidats malheureux n'auront plus qu'à travailler mieux pour convaincre plus de monde la fois d'après. Évidemment, vous le ferez également si le RDPC perd. Évidemment. D'accord. Cela dit, qui supervise, valide et encadre la communication par vos observateurs? Comment vous les appelez? Les autres adhérents. Notre organisation a pour vocation d'avoir des personnes
sur le terrain, d'avoir des personnes derrière des ordinateurs et d'avoir des personnes devant les caméras. Les noms et postes ne sont pas attribués à l'heure actuelle, parce que ce n'est pas nécessaire à l'heure actuelle, et qu'aujourd'hui, comment dirais-je, cette initiative est en cours de réalisation, mais le moment venu, il y aura des personnes déléguées par les régions, parce que une chose qu'il faut dire aussi, c'est que nous travaillons également en partenariat avec d'autres organisations, avec des associations, etc. Donc la publication des tendances se fera de manière officielle par une coordination d'organisations de la société civile, pas par une organisation de la société civile. Donc les différents partenaires enverront des représentants pour participer à cet exercice de publication des résultats. Voilà. Avez-vous clairement expliqué aux autorités qu'à l'issue du vote, vous publierez les tendances, et si oui, quels ont été éventuellement leur retour, leur réaction? Alors, je ne suis pas allée voir une autorité en particulier pour lui dire, voilà, comme vous voyez, mais nous communiquons. Je fais une conférence de presse, comme je vous ai dit, pour dire, nous lançons l'organisation Les Bâtisseurs de la Nation, et voici le projet d'ISO que nous allons lancer en tout premier lieu pour les prochaines élections présidentielles. Il y avait dans la pièce à un moment un commissaire spécial. Je sais donc, je suis certaine que les autorités ont reçu l'information. Personne ne m'a jamais convoqué pour me dire ce que vous êtes en train de faire est illégal. J'en déduis que qui ne dit mot consent. Si à un moment donné, avant le scrutin ou même pendant le scrutin, vous recevez effectivement une notification qui vous dit écoutez madame, si vous le faites, vous êtes hors la loi, on vous interdit formellement de le faire, comment réagirez-vous? Vous allez quand même le faire? Le juge pour dire qu'il y a un monsieur qui est en train de me menacer en disant que je viole la loi alors qu'il n'a même pas dit de quelle loi il parle. Simplement. Et si le juge confirme? Si le juge dit que je fais quelque chose d'illégal, on ne le fera pas. Mais je pense que nous agissons tous en responsabilité. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une initiative inédite et qu'il ne s'agit pas d'un pays qui a des lois qui n'existent nulle part ailleurs, et que dans des contextes quasi identiques aux nôtres, ce type d'initiative a été mené sans difficulté à de nombreuses reprises au cours des 40 dernières années. En dehors de l'exemple du Sénégal en 2024, je peux vous citer la Côte d'Ivoire en 2020, je peux vous citer la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie. Comparaison n'est pas raison, ce qui se fait ailleurs ne se fait pas forcément toujours ici. Mais si vous pouvez identifier des problèmes juridiques, moi je suis d'accord pour qu'on en parle. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on parte de l'a priori qu'il y a un problème. Votre mouvement est-il conçu pour durer au-delà des échéances électorales 2025-2026 ou c'est simplement conjoncturel? C'est ce que je disais tout à l'heure, absolument pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre objectif, quand nous avons créé notre organisation, c'était de donner un véhicule à nos compatriotes pour agir sur la vie politique du pays. Ceci n'est qu'un moment. Nous avons par exemple travaillé avec OTS sur la stratégie de mobilisation et la stratégie de négociation avec OTS. On a trop supporté ce mouvement de contestation des enseignants du secondaire. C'est une question, la question du traitement des enseignants du secondaire, qui préoccupe les bâtisseurs de la nation. D'ailleurs, lorsque nous avons lancé l'initiative d'ISO et les bâtisseurs de la nation, l'OTS était présente. Et s'était présenté comme un partenaire de cette initiative. Donc, nous avons à cœur de nous investir comme ça dans des débats politiques qui concernent, qui traitent des questions d'intérêt commun à tous les Camerounais. La question de l'enseignement et du traitement des enseignants n'est pas seulement une question corporatiste, c'est la question de l'éducation. Vous avez raison de dire bien sûr. Donc nous investissons avec OTS et nous investirons avec OTS au fur et à mesure que nous grandirons et que nous nous renforcerons en tant qu'organisation de la société civile pour être sûr que ce débat mène à des décisions de l'exécutif de notre pays qui créent des changements. Arrêtez cet exemple pour dire que vous n'êtes pas simplement cantonné sur les questions politiques. Moi j'ai envie de vous dire que pour moi c'est une question très politique. La politique éducative de notre pays, c'est la politique. Mais oui, ce n'est pas une... J'entends dans ce que vous dites, est-ce que nous ne nous cantonnons pas à des questions d'élection, à des postes d'élection, à des postes... à des questions électorales. Exact. Non. Non, effectivement, ce n'est pas la raison d'être des bâtisseurs de la nation. La raison d'être des bâtisseurs de la nation, c'est créer des changements concrets dans la vie des Camerounais. Ok. Voilà. Alors, on va terminer avec la
l'actualité autour des bâtisseurs. Hein. Il nous reste une dizaine de minutes, ça nous permet peut-être de prendre quelques faits plus récents de l'actualité. Vous suivez ce débat, mandat impératif, transhumance, mandat représentatif, des députés qui partent d'un parti politique pour un autre. On vous a pas beaucoup entendu sur cette question, qu'en pensez-vous? Quel est d'un ennui prodigieux. Ça vous intéresse pas du tout? C'est très très ennuyeux. Pourquoi? Parce que si c'était une question qui concerne de nombreux leaders politiques qui veulent présenter une candidature et qu'on avait constaté que cela réduit les chances d'une diversité dans l'offre politique, je comprendrais. C'est une question d'intérêt général, peut-être même national, alors parlons-en. Si ça concerne une candidature, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'énergie, je dis je, Michel Ndoki, pour convaincre de l'intérêt ou de l'absence d'intérêt, de la légitimité ou de l'absence de légitimité d'une candidature. Ce sont les électeurs camerounais qui décident qui sera président de la République. D'accord. Donc, vraiment que tous ceux qui Alors, deux questions. Attendez. D'accord. Que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se présenter se présentent. Que les gens qui doivent décider, qui peuvent véritablement se présenter, décident. Et que nous choisissions notre leader. Deux questions précises. Quelle appréciation faites-vous, et je prends les faits d'actualité, les plus récents, de ce départ de Maître Tsapi, du SIF, pour le MRC, première. Et la deuxième, êtes-vous de ceux qui pensent que le MRC, ayant des élus venus d'autres partis politiques, peut présenter un candidat, ou, à l'inverse, de ceux qui pensent que non? Donc, il faut absolument que je me prononce sur cette question qui m'intéresse. Bon, la question est posée. D'accord. Ok. Alors, Maître Tsapi, vous dites, a rejoint le MRC. Parti du SIF. Bon, il était exclu à l'époque. Non, enfin bref. Oui, il est député, il a rejoint le MRC. Il a rejoint le MRC. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je pense de ça? D'accord. Il fait ce qu'il veut. Okay. Il fait ce qu'il veut. Je ne vois pas en quoi ça me regarde. Maintenant, à partir du moment où Maître Tsapi, qui est député, est aujourd'hui militant du MRC. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y a bien d'autres. Voilà, c'est un exemple. Est aujourd'hui militant du MRC. Est-ce que la condition prévue, à mon sens, la condition prévue par la loi pour que le MRC puisse présenter un candidat à la présidentielle est désormais remplie? D'accord. Je ne crois pas. En 2023, on m'a demandé pourquoi vous voulez être candidate à la présidence du parti. Est-ce que c'est parce que vous voulez être candidate à la présidence du pays? J'ai répondu non. C'est parce que je veux être candidate à la présidence. C'est parce que je veux être candidate à la présidence du parti. Si je voulais être candidate à la présidence du pays, je n'aurais pas besoin du parti puisque le parti ne m'apporte rien. Il a décidé de boycotter les élections. Il n'a pas d'élu. Et quand il a décidé de boycotter les élections par la voix de son président, il a dit « Je sais que ça m'empêchera de me présenter, ça empêchera le parti de présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. » Fin de la discussion. Mais entre-temps, je considère... Entre-temps, est-ce qu'à ce moment, il y avait déjà des élus? Attendez. D'accord. Je vous dis, en tant que leader politique, à ce moment-là, j'ai dit, je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. À personne qui veut se présenter. Si je voulais, même en tant que président du parti, si je l'étais devenu, me présenter aux élections présidentielles, je serais allé chercher les 300 signatures que la loi dit que je dois avoir un point, un trait. Maintenant, sur la question précise de la transhumance politique. Avant la transhumance, permettez, restons un peu sur la question précédente. Entre-temps, il y a eu une évolution entre votre... Qui est la question de la transhumance politique? D'accord. C'est ça. Allez-y. Je n'avais pas d'élus. Je suis allé chercher des élus dans les partis qui, contrairement à moi, n'ont pas boycotté. Exact. Bon, je laisse de côté, à grand regret, la question de ma crédibilité en tant que leader politique quand je fais ça.
c'est-à-dire de ma difficulté, de ma légitimité à dire aux électeurs, votez moi. Moi qui ai dit, il ne faut pas qu'on aille aux élections, je connais les conséquences et je vais les assumer. Et qui ensuite est su aller chercher ou est accueilli des personnes qui étaient dans d'autres partis politiques, qui n'ont pas boycotté quand moi je disais qu'il fallait le faire. Absolument. Laissons donc de côté mon opinion sur ce point-là. En droit, dans ma compréhension du droit, l'interdiction des mandats impératifs signifie que si je suis élu, mon parti ne peut pas m'imposer en tant qu'élu une ligne de conduite dans l'organe dont je fais désormais partie. C'est ce que signifie l'expression « les mandats impératifs sont nuls ». Je suis En réalité, il n'y a pas de discipline du parti dans l'instance à imposer exact. à un élu pour prendre des décisions dans l'instance à laquelle il appartient désormais. C'est ça ce que ça veut dire, les mandats impératifs sont nuls. Selon vous. Comment on passe de ça à désormais, quand un élu du SDF est entré dans le MRC, ça veut dire que le MRC, je ne comprends pas le rapport avec la question du mandat impératif est nul. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le MRC et Maurice Kamto? Je n'ai pas de rapport avec Maurice Kamto, nous ne sommes pas... Mais j'ai jamais eu de rapport avec Maurice Kamto personnel, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été amis, on ne sait jamais... On était militants de la même formation politique, nous avions ensemble à travailler pour cette formation politique. Je ne suis plus militant de la formation politique, on n'a plus rien à se dire. On n'avait pas échangé depuis votre départ? Peut-être pas. Votre exclusion. Non, je crois, non, vous avez raison, non, je crois pas. Mais pour moi, c'est normal. Avec les militants de partis, d'autres militants du MRC, je n'ai pas de rapport avec le MRC, j'ai des rapports avec des militants du MRC. Il y a des personnes avec lesquelles je suis devenu ami, je le suis toujours. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai partagé des combats et ça a créé une proximité. Je vais vous citer, je ne sais pas, au hasard, Maître Emmanuel Sim, Monsieur Okala Ibodé, et nous conserverons ce lien particulier que les circonstances de la vie ont créé entre nous. Alors, mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec le parti dans lequel il milite ou le parti dans lequel je ne milite pas. Donc, en conclusion, sur cette question, si vous avez un conseil à donner à Maurice Kamto, ce serait de lui dire, trouver un autre moyen de faire porter votre candidature, mais pas le MRC. En conclusion, j'ai aucun conseil à donner à Maurice Kamto. Il n'a d'ailleurs aucun conseil à recevoir de moi. Quels sont vos rapports avec Paul Atangandi? J'ai pas de rapport avec M. Paul Atangandi. La seule interaction que nous ayons eue m'a laissé un goût désagréable dans la bouche. J'apprécie très peu son action en tant que ministre de l'administration territoriale. Mais il y a des dizaines de niveaux différents. Je trouve par exemple que par rapport aux catastrophes naturelles qui déciment l'extrême nord, saison de pluie après saison de pluie, il est d'une incompétence proverbiale. Et j'aimerais que les 40 milliards que l'on lui confie annuellement pour gérer notamment ces catastrophes soient utilisés. Incompétence proverbiale, c'est votre commentaire, non? Vous m'avez demandé ce que je pensais. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en train de commenter. Bien sûr que je suis en train de commenter, je donne mon opinion. Je supprime d'ailleurs avec fermeté. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point? Non, je donne mon avis. Mais pourquoi vous voulez donc? Je donne qu'en communication de masse. Ça, c'est vous qui faites. C'est votre communication de masse. On a terminé. Je vais prendre 2 secondes encore. Très bien. Vous avez vu la dernière publication ce matin de Maître Assira, son expérience au palais. Il dit belle expérience, je lis quelques mots dès l'entame. Belle expérience que ce moment passé au palais de l'Unité ce 20 mai 2025 à l'occasion de la fête éponyme. On va enlever les tracasseries. Bref, on y retrouve tout le gratin. Bref, vous avez lu? J'ai vu. Vous avez une réaction? Vous dites, il se rapproche davantage, il y est plein, ou alors c'est juste... Non, je dis, je suis soulagée de constater que notre président de la République, afin d'avoir d'autres raisons de penser que notre président de la République n'est pas sénile, mais ça veut dire que effectivement, comme je le pense depuis plusieurs décennies, il est donc incompétent, et que c'est exprès qu'il abandonne son pays qui part à la dérive, et je suis encore plus déterminée à faire en sorte que si les Camerounais tirent les conséquences de cet état de fait pour lui demander d'aller enfin se reposer, leur volonté sera dans une autre émission de 90 minutes, je vous donnerai l'occasion de trouver une autre expression que le président public incompétent. Ça aussi, on s'en souvient. On met une barre là-dessus. Alors, vous avez vu la réaction de Jean de Dieu Momo, le ministre délégué? Non, pas. Vous l'avez pas vu? Alors, en soutien à Maître Assira. Et d'ailleurs, en conclusion, il dit, quand on parle à certains, il dit je maîtrise. Maître Ndoki attend quoi? Le soleil brille de ce côté. Il m'invite,
Oui, enfin... Il évite à le retrouver. Oui, mais bon... Vous êtes il est libre. Vous êtes tenté par ce choix-là? Quand même. Jamais. On vient de passer 90 minutes à faire quoi d'après vous? Et puis je serais tenté juste après incompétence. Non, non, incompétence. Merci.